c'est les geeks. Pour la première fois, je vais changer de registre et je ne vais pas vous parler de comics VO, mais je vais vous parler des adaptations françaises et également des bandes dessinées françaises que je possède. Mais, car évidemment il y a un mais, vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous parler de Urban et les autres, je vais vous parler des Humanoïdes Associés et des autres éditeurs qui ont fait mon bonheur dans les années 70-80. C'est parti. On arrive à Fluide Glacial. J'ai conservé presque uniquement mes Meister. J'ai plus Edica, Gottlieb, mais j'ai conservé les Meister. Meister, c'était mon dernier amour, j'ai envie de dire. Sur Marie-Thérèse des Batignolles, la vieille avec la tronche de Jean Gabin qui fume des pétards à longueur de journée, qui boit le vin de messe. Fallait oser, quoi. Bon, et puis il y a bien évidemment Atanaga Orvulidzer, obsédé sexuel non pratiquant. C'est assez exceptionnel aussi dans son genre. Il avait fait aussi une histoire avec des motards, Little Kevin, mais bon, ça c'était un petit peu moins bien. Enfin, à mes yeux, tout simplement parce que je suis pas du tout un fan de moto, donc ça m'intéressait pas. Et puis j'ai des meurtres fatals graves. Ça me rappelait justement, Meurtre fatal grave, dans son esprit, me rappelait la rubrique à braque de Gottlieb. D'ailleurs, en parlant de Gottlieb, il l'a dessiné ici. J'aime beaucoup son style, surtout dans les premiers, où c'était comme dans rubrique à braque, donc de Gottlieb. Il y avait toujours donc des petits dialogues qui étaient en dehors des bulles, et puis il se passait tout le temps quelque chose dans les décors. Faut toujours regarder ce qui se passe à l'arrière-plan, où il y a toujours un truc, et ce qui fait qu'il y a deux lectures. D'abord vous lisez l'histoire, et puis ensuite vous prenez du plaisir à découvrir tout ce qu'il y a dans chaque dessin, quoi. C'est ce qui fait que j'ai vraiment toujours beaucoup eu d'admiration pour Meister. Toujours dans Fluide Glacial, j'ai Carlos Giménez, qui n'a strictement rien à voir avec Juan Giménez. Carlos Giménez nous parle de son enfance. Alors, vous avez d'abord le Barrio, qui est vraiment son enfance, quand il était à l'orphelinat. Vous avez ensuite Les Professionnels, quand il était un jeune artiste. Et finalement Coco Facho & Co, qui est encore un retour sur son enfance. Donc ça reste du Fluide Glacial, donc c'est un dessin ligne claire, mais ligne claire espagnole, et c'est relativement sombre. C'est-à-dire que Barrio et Coco Facho & Co, c'est Franco, la dictature de Franco, donc évidemment c'est pas gay. Et Les Professionnels, c'est quand même un petit peu plus sympathique, un petit peu plus rigolo, il y a un petit peu plus d'humour, c'est un peu plus dans le style Fluide Glacial, justement. Mais ça reste, enfin tous sont, que ce soit les premiers ou les suivants, ça reste du grand Giménez, de la grande bande dessinée, c'est intéressant, aussi bien d'un point de vue historique, donc moi je connaissais pas du tout enfin, je connaissais les grandes lignes de l'histoire de l'Espagne avec Franco, mais là c'est vu au niveau de quelle façon ça affecte les êtres humains dans la rue, et bon, c'était vraiment impressionnant, quoi. Donc dans un autre domaine, il y a Villemain, les sales blagues de l'écho, mais aussi, enfin bon, ça ce sont les sales blagues de l'écho, Plaisir d'offrir, Tragique destin. Bon, ça c'est les sales blagues de l'écho, c'est c'est toujours pipi, caca, cul, sexe, nazi, bête, méchant. Mais il y a des histoires courtes avec Hitler égale SS. Déjà, juste le titre me fait hurler de rire. Raoul Teigneux contre les Druzes. Et Le meilleur de moi-même, qui, je crois, est encore un... Ouais, c'est encore des sales blagues de l'écho. Mais c'est aussi des histoires plus anciennes. C'est-à-dire que c'est plutôt dans ses premiers dessins. Ces premières histoires qui étaient
enfin, c'est horrible, quoi. C'est tout le temps des histoires de guerre ou de juifs persécutés par des nazis. Et les nazis, bien évidemment, sont bêtes, méchants. Enfin, là c'est Elsa, la Louve SS. C'est un hommage au film porno. Et donc, Elsa était toujours amoureuse des prisonniers juifs, parce qu'évidemment, les pauvres, ils étaient squelettiques, donc comme des os. Enfin, vous voyez, c'est absolument horrible de faire de l'humour à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, il n'y a que à cette époque on pouvait le faire, j'ai envie de dire, parce que maintenant, ça passerait plus, quoi. C'est avec Métal Hurlant, et donc son spécial guerre, qui est rempli donc de bandes dessinées. Il y a Séverine, encore Séverine, toujours Séverine, j'ai envie de dire. Vous avez bien évidemment reconnu Druyer, qui n'est jamais très loin quand on parle de Métal Hurlant. Encore Séverine. Mais on commence en fait avec Russ Hiss. Et vous voyez là le nom Russ Hiss. Et j'ai fait ma chaîne donc La Caverne du French Geek, en me disant que le premier artiste dont je vous parlerai serait Russ Hiss. 3 ans plus tard, je n'ai toujours pas fait la vidéo. Parce que je suis toujours pas prêt et j'ai toujours peur de desservir cet immense artiste en faisant quelque chose de bâclé ou de pas complet. Et j'ai un énorme regret en ce qui concerne Russ Hiss, c'est que quand j'étais en 2016 à la convention de San Francisco, la Comic Con de San Francisco, il était là. Il avait déjà 90 ans, je crois, soit 89 ou 90, 91, dans ces eaux-là. Enfin, on pouvait l'interviewer. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que, j'avais été les mains dans les poches, en gros, à cette convention. Et je me suis dit, oui, mais bon, je vais pouvoir l'interviewer plus tard. Et il est mort, je crois, 1 an plus tard. Et donc, j'ai loupé l'occasion de l'interviewer. Et c'est une occasion complètement gâchée de ma part. Et je m'en veux énormément. Mais ouais, Russ Hiss, il est surtout connu pour ses histoires de guerre et pour avoir dessiné Sergent Rock de la Easy Company. Mais donc, si un jour je fais cette vidéo, je vous en... Russ Hiss, on le retrouve ici, dans l'art de la bande dessinée. Ça, c'est un recueil, en fait, qui recueille 3 albums, dont un qui est consacré uniquement à Russ Hiss, un à Fernando Fernandez, et un à Dick Matena. Et j'avais trouvé en fait cet album chez le libraire de la gare de Metz. Et je l'avais pris évidemment pour Russ Hiss. En fait, ça reprend beaucoup de ces petites histoires courtes d'horreur qu'il a fait pour Eerie, Creepy, Vampirella, ce genre de trucs. Parce qu'il a beaucoup travaillé pour Warren quand il ne travaillait pas sur Sergent Rock de DC. J'en ai un sur Séverine. Pareil, c'est donc des petites histoires courtes pour DC, pour Warren, des histoires d'horreur principalement, ou en tout cas des histoires qui se terminent très mal. J'aime bien. Il a un style qui est très vieillot, mais j'aime beaucoup les histoires. Voilà, j'ai les 6 tomes de V pour Vendetta et les 4 tomes de Give Me Liberty. Je vous les avais déjà présentés dans les vidéos respectivement faites pour Alan Moore et puis pour Frank Miller. Donc je ne vais pas revenir dessus. Là, j'ai 3 adaptations VF donc de comics américains. Stratoaster, je vous en avais parlé quand quand je vous ai montré ma collection de Sienkiewicz. Donc c'était Delcourt. Le Fantastic Four, Retour aux sources. Ça c'est Panini. Oh, je savais même pas que j'avais un bouquin de Panini. Et puis Frank Miller, l'intégrale. Oh, c'est encore Panini, décidément. Ouais. Donc en fait, je sais absolument pas pourquoi j'ai le Fantastic Four et le Daredevil. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pu les acheter, quand j'ai pu les acheter, pourquoi je les ai achetés. Aucune idée. Le seul truc, c'est que je les ai achetés avant de partir en Amérique. Alors pourquoi ?
Donc celui-là, le Scientifique, j'avais dit c'était vraiment une erreur. Je l'ai commandé sur internet, sur eBay, et je pensais avoir acheté une version, une VO, et j'ai eu une VF. Mais ces deux-là, aucune idée. Ils ne servent à rien, prennent de la place. Donc je sens que je vais m'en débarrasser un jour ou l'autre. Je termine par les comic strips inédits de Conan, par Roy Thomas, Ernie Chan et John Buscema, édité par Neophélis Éditions, avec une signature de Roy Thomas sur ce petit dessin. Et ouais, derrière, j'ai le certificat d'authenticité. En fait, donc, si j'ai acheté les comic strips inédits, c'est pour avoir le dessin avec la signature. Personnellement, comme vous le savez, je suis pas du tout un fan des adaptations françaises. Je préfère acheter les originaux. Mais bon, Neophélis fait un travail remarquable. Je vous encourage vraiment à soutenir ce petit éditeur français. Ils ont plein de produits, ils sont les seuls à les faire. Donc je vous encourage à aller sur leur site web. J'ai mis l'adresse dans les informations de la vidéo. Et je vous conseille vraiment de jeter un œil sur ce qu'ils font, parce que c'est du travail de très bonne qualité. Alors après, j'ai du Bernie Wrightson, son adaptation de Frankenstein chez Albin Michel. C'était... je n'avais jamais lu et jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est un petit peu comme ce qu'a fait Gil Kane, c'est-à-dire que ce n'est pas du super-héros, mais ça reste incroyable. Je crois qu'il a passé près d'une dizaine d'années à travailler sur ce projet, mais ça reste son chef-d'œuvre. C'est quelque chose, ça n'a jamais été égalé par lui ou par qui que ce soit d'autre après. C'est un travail à la plume, c'est phénoménal. Et depuis qu'il est décédé, en fait, sa femme revend certaines des planches ou certains des dessins. Donc vous pouvez aller sur son site et les acheter, quoi. Enfin ouais, des trucs comme ça, mais c'est... oh là là là. Et sinon, j'ai la foire aux monstres. Donc, collection spéciale USA Albin Michel. Ça, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qui l'a rendu célèbre, je pense, dans les années 70. Donc c'était sa période de Swamp Thing, la créature du marais. Sauf que c'était un petit peu après, donc il maîtrisait nettement mieux son art. Et ouais, ça reste somptueux, quoi. Et Albin Michel, à l'époque, faisait donc adaptait énormément de comics. Et les présentait dans des versions cartonnées, des beaux livres. Ouais, ça c'était donc Freak Show en 1984 avec le scénario de Bruce Jones. Donc encore chez les humanoïdes associés, j'ai Nick Fury, agent du cerveau, qui reprend en noir et blanc, sauf le dernier épisode, donc des épisodes de Nick Fury, agent du Shield. C'est absolument somptueux. C'est sur un papier glacé, couché. Le lettrage est fait à la main. Et il suit relativement bien le truc, la façon dont les Américains écrivent. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont en gras. C'est un des rares éditeurs à l'avoir fait de cette façon-là. Généralement, donc, quand c'était du Lug, tout était écrit à la main. Quand c'était à Reddit, tout était tapé à la machine. Mais tout était présenté de la même façon. Les humanoïdes associés, c'est le seul qui ont vraiment fait l'effort de suivre les inflexions de langage des Américains. Et vous savez combien la typographie me tient à cœur. Enfin, c'est somptueux. Somptueux. Un très bel album. Même si, malheureusement, il n'est plus en très bon état depuis le temps. Donc voilà, je conserve en fait, comme vous l'avez compris, je conserve ces bandes dessinées, principalement donc les versions françaises. Je les conserve parce que
Il y a un côté nostalgique évidemment, mais c'est aussi parce que j'ai une énorme tendresse pour ces adaptations, parce que contrairement à Lug, qui faisait des adaptations plus ou moins massacrées au niveau censure, celles-ci sont intégrales, mais il y a également une espèce de recherche, comme pour donc le Nick Fury, agent du cerveau. Ça, mais je trouve que c'est génial, quoi. Fallait oser le faire, et en même temps, fallait y penser. C'est tellement en rapport, c'est tellement en raccord avec l'univers de James Bond de Nick Fury, je trouve ça génial. Je vais quand même rendre à César ce qui lui appartient. Lug était quand même relativement fort pour ce genre de truc. Euh, bon, comme il faisait le Serval, le Glouton, Wolverine, euh, ils essaient tout le temps de trouver soit d'atténuer la violence du nom original, soit de trouver un nom qui pouvait correspondre. Par exemple, je prends Diablo, Diablo donc Nightcrawler, Nightcrawler, le nageur de crawl de la nuit, ça veut rien dire en français. Par contre, Diablo, le diable, diablotin, tout ça, c'est un rapport avec l'apparence physique de Nightcrawler. Donc, à ce niveau-là, Luke faisait quand même relativement des efforts, plus que Haredi ou Artima, qui généralement se contentaient de balancer le nom, une traduction plus au bateau. J'ai envie de dire une traduction à la Google. Au niveau des franco-belges, je ne vais pas dire que je les ai tous eus, non, il y en a beaucoup trop. Dans les années 70-80, j'ai eu quasiment tous les Twinks bleus, tous les Boulet Bill, le Gaston Lagaffe, les 10-15 premiers Blueberry, Lieutenant Blueberry, Comanche, Durango. Ouais, il y avait un univers très cow-boy et indien. Mais bon, c'était vraiment, ça restait quand même de la BD, j'ai envie de dire, enfantine, pour enfants. À part donc les idées noires de Franquin et les derniers Gaston Lagaffe, qui pour moi se rapprochaient un petit peu de Le Petit Nicolas. Les derniers Gaston Lagaffe, il y avait toujours des textes qui racontaient en fait le dernier match où l'équipe du journal s'était fait atomiser par je ne sais plus quelle autre équipe à cause de Gaston qui était dans les buts et qui laissait tout passer. Et ces textes-là me rappelaient tout le temps les textes de Sampé dans le Petit Nicolas. C'était à la fois la même façon, le même style d'écriture, le même côté nostalgique on a tous connu ça quand on était gosse ou ado, et un humour, mais pas un humour méchant, un humour bon enfant, justement, que j'appréciais énormément. Par contre, donc, toutes ces BD-là, je les ai vendues, ou je les ai données. Il y en a beaucoup que j'ai donné en fait à des enfants d'amis de mes parents. Et par contre, j'ai continué donc à acheter des BD, mais ça devenait plus donc le flux glacial, l'écho des savanes. Ouais, c'était Edika. Edika, j'ai adoré Edika, j'ai adoré Villemain, les sales blagues de l'écho. Enfin, c'est des trucs maintenant tu peux plus les faire, quoi. C'est tellement anti PC, tu peux plus faire des trucs comme ça maintenant. Mais c'est pour ça aussi que je te conserve avec nostalgie. Enfin voilà. Donc c'était mon univers franco-belge et traduction des BD américaines. Dites-moi quels sont vos coups de cœur, franco-belge ou traduction VF des comics VO, et dans les commentaires. Et puis je me ferai une joie d'y répondre et peut-être d'en découvrir grâce à vous. Lisez plein de comics, lisez plein de BD. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.